notre droit aujourd'hui est encore fortement imbibé par la vision, je pense, patriarcale du Code civil. La question de l'imposition, c'est des choses qui ont été créées au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à une période où les femmes étaient peu sur le marché du salariat. Ce qui, moi, me paraît complètement fou, c'est encore la conjugalisation de l'impôt. Il y a le taux personnalisé. On dit personnalisé, mais ça ne veut absolument rien dire. Où en fait, on applique du coup une moyenne. La même moyenne de taux de prélèvement sur les deux salaires. Donc ça faisait que monsieur payait beaucoup moins d'impôts et madame potentiellement payait plus d'impôts à cause du haut revenu de son conjoint que si elle était restée seule. Alors c'est une mesure qui est complètement archaïque parce qu'elle date de 1935. L'impôt était dû par le mari. Et puis, on s'est rendu compte que certains époux trichaient. C'est-à-dire que pour qu'on ne puisse pas saisir leurs biens, ils le mettaient au nom de leur épouse. Et donc, on ne pouvait pas saisir l'épouse puisqu'elle n'avait pas de capacité juridique. Pour éviter cela, a été créée la solidarité fiscale. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité juridique, Dieu merci. Et donc, aujourd'hui, on ne devrait pas continuer à faire perdurer un texte qui repose sur l'incapacité des épouses. Moi, que mon ex-mari soit un escroc, j'y peux rien. Il aurait tué quelqu'un. C'est terrible, mais ça aurait été plus simple finalement. C'est 80% des femmes qui sont affectées par ce texte. Tout d'un coup, elles réalisent que dans leur exercice professionnel, eh bien, leur époux n'a pas une attitude fiscale digne de ce que peut attendre l'État, l'État de droit. À partir du moment où on a une individualisation de l'impôt, la question de la solidarité fiscale ne se pose plus. Donc elle permet à la fois d'avoir une incitation pour les femmes à pouvoir être dynamiques sur le plan économique, à intégrer le marché du travail, et puis surtout chacun est ensuite autonome sur un plan fiscal, ce qui évidemment simplifie beaucoup la vie des couples une fois qu'ils se séparent. Après, il y a aussi la question de la fiscalisation des pensions alimentaires. Aujourd'hui, quand vous êtes un père qui n'a pas la garde exclusive de ses enfants, vous versez une pension alimentaire que vous pouvez défiscaliser. Moi, quand je vais faire mes courses pour nourrir mes enfants, c'est pas déduit de mes revenus. Voilà, je déclare, je ne soustrais pas mes tickets de caisse de mes revenus. Là, on se dit, en fait, pourquoi ne pas payer d'impôt sur cet argent qui était le sien, qu'il dépense d'une façon absolument légitime parce qu'il assume sa responsabilité parentale? Pourquoi ça devrait faire l'objet d'un cadeau fiscal? Alors qu'à l'inverse, une mère de famille monoparentale qui touche une pension alimentaire, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus exposé à la précarité. Elle doit déclarer cette pension alimentaire comme un revenu, donc elle peut être imposée. Donc on comprend très vite l'absurdité du sujet, puisqu'il ne s'agit pas d'un revenu par définition, il s'agit d'une compensation, et il s'agit d'une compensation au bénéfice des enfants. Donc il n'y a pas de logique à ce que cette somme soit fiscalisée. En fait, au final, ce sont d'abord les enfants que l'on pénalise, et ensuite le devenir des femmes, et notamment la retraite des femmes, puisque ce sont souvent de l'argent qu'elles prennent dans leurs économies pour compenser, et qui donc ensuite leur empêche soit d'économiser pour leur vie, notamment en termes de retraite, soit d'investir tout simplement dans l'économie réelle.